Donc, chers collègues, nous revoilà euh, prendre les travaux de ce magnifique colloque organisé par nos collègues de la Réunion. Nous sommes dans la troisième demi-journée de travaux, je pense, non? Oui, troisième demi-journée de travaux. Donc, j'ai l'honneur d'animer l'atelier qui porte sur les représentations et pratiques, réflexion sur la qualité de vie des acteurs dans le secondaire. On a plusieurs collègues non, seulement deux collègues de la Guyane, un collègue du Madagascar et un collègue de Aix-Marseille. Donc, on va commencer par la Guyane, par Dylan Minfir. On lui donne la parole. Très bien. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter une communication qui porte sur les pratiques de professeurs de lycée et comment ces pratiques-là interrogent les injonctions contradictoires. Alors, dans un premier temps, on va discuter de ce que j'entends par institution scolaire décentralisée, comment je l'ai analysé dans un cadre théorique. Ensuite, je vais me poser la question de comment les professeurs de lycée, généraux et technologiques, s'adaptent à leur contexte d'intervention tout en faisant face aux injonctions contradictoires. Alors, je vais me poser deux hypothèses. La première, c'est qu'ils font preuve d'une certaine indocilité réflexive, c'est-à-dire qu'ils détournent une certaine norme pour correspondre aux valeurs défendues par l'institution, ou alors le lien entre l'institution scolaire centrale et les professeurs est en tension et en recomposition en mettant en question l'identité professionnelle des enseignants. Pour répondre à cette problématique, nous allons d'abord, après l'institution scolaire décentralisée, montrer quel a été le protocole de terrain, puis la méthodologie d'enquête pour parler des résultats. Pour discuter de ce que j'appelle d'une institution scolaire décentralisée, il faut savoir que j'entends l'institution scolaire comme la matrice dont émane une régulation, soit un ensemble de règles et valeurs coordonnées par une institution qui oriente les comportements des individus. Et pour analyser ces comportements d'individus, je me base sur le référentiel d'une politique publique qui a trois dimensions, cognitive, normative et instrumentale, sachant que la première, elle correspond aux représentations que sous-tend le secteur étudié. La deuxième, elle est normative, correspond aux normes et valeurs défendues par la politique à mener. Et la dernière, elle est instrumentale et correspond aux principes d'action. Alors, une fois que ça s'est posé, il faut quand même se demander comment on analyse sur le terrain. Le référentiel, dans sa première acception, c'est l'idée de comprendre comment une politique a été construite, puis analysée à l'échelle des valeurs des individus. Moi, je vais l'analyser à l'échelle des actions des individus. Donc, j'ai rajouté un autre concept, mais avant d'arriver à cet autre concept, il faut comprendre ce qu'est l'institution scolaire décentralisée aujourd'hui. Et pour moi, c'est trois choses, l'adaptabilité, la socioculturalité, l'efficacité ou l'évaluation. Je m'explique. L'adaptabilité, c'est le fait de s'adapter aux contextes locaux. La socioculturalité, c'est la prise en compte de la singularité des usagers à travers la mixité socioculturelle. Et l'efficacité, c'est de se dire qu'à chaque fois, l'institution scolaire contemporaine se demande est-ce qu'elle est efficace ou non à l'échelle de l'action des individus. Pour comprendre ce référentiel, il faut aussi comprendre que nous, on l'analyse sur le terrain. Donc, c'est une analyse institutionnelle qui se base sur l'action des individus. Pour ça, j'ai dû rajouter un autre concept à ce référentiel, qui est la norme institutionnelle. Cette norme, nous dit Lascaux et Le Gallet, c'est un ensemble de règles de comportement qui cadrent les actions individuelles, collectives et celles des organisations. Elles sont une sous-catégorie de l'institution. Ça signifie que l'institution cadre et oriente, si vous voulez, les actions des individus. Et le référentiel qui correspond à l'adaptabilité, la socioculturalité et l'efficacité, c'est de voir si oui ou non, sur le terrain, les acteurs correspondent à cette vision-là. Et Weber disait une chose très intéressante. Il dit que ce qui détermine la validité d'une prescription, c'est pas le fait qu'elle soit observée, mais le fait que certaines activités soient orientées vers elle, en fonction d'elle. Alors, la norme institutionnelle scolaire, pour le dire simplement, c'est tout simplement des directives concrètes produites par des matrices cognitives et normatives de l'institution scolaire, à savoir le référentiel ASE. Alors, si je peux vous donner un exemple, on va prendre le référentiel des compétences des professeurs de 2013. Les professeurs doivent correspondre à ce référentiel. Ils ont un ensemble de compétences qu'ils doivent mettre en place. Donc, de fait, ils sont obligés d'avoir ce chapeau-là, de ressembler à ce chapeau-là pour être sur le terrain. Donc, la norme institutionnelle scolaire, c'est tout simplement une traduction concrète de ce qui se passe sur le terrain à travers des textes de loi.
L'analyse, elle se déroule de cette manière. C'est une recherche qualitative où on va prendre 3 lycées de Guyane qui sont dispatchés sur les 3 grands bassins de l'académie, l'Ouest, Kourou et Cayenne, essayer de comprendre ce qui se passe à l'échelle institutionnelle, mais aussi à l'échelle des contextes. Pour ce faire, j'ai mené 40 entretiens avec 24 professeurs, une inspectrice d'histoire-géographie, 4 personnels de direction et 11 élèves. Il y a aussi eu 100 heures d'observation officielle, il y en a plus de manière officieuse, mais qui ont été notamment faites dans les classes. Comment les professeurs font cours, comment ils interagissent avec leurs élèves. Tous ces éléments-là, ça va nous permettre de comprendre les pratiques de terrain des acteurs. Et toutes les données que nous avons recueillies ont été étudiées par des grilles thématiques. La représentation du contexte, la représentation de ce qu'est le métier de professeur, que fait le professeur, comment les élèves voient le professeur, etc. Pour analyser ces éléments, je me base notamment sur 2 choses, l'analyse de l'action sociale de Max Weber et l'observation de Erving Goffman. Alors, les actions en valeur, c'est tout ce qui correspond à une action qui est mue par l'éthique des personnes. Celle des traditions correspond aux coutumes ou aux routines de l'action. Celles qui sont affectives correspondent à celles qui sont mues par les émotions. Et pour finir, celles qui sont en finalité correspondent aux coûts-avantages avant de mener une action. Pour Erwin Goffman, ça a été surtout utilisé pour les observations sur la représentation de soi. Et pour le dire simplement, lorsque le professeur il adopte un rôle, il adopte aussi le rôle de l'institution. Il a déjà une posture et donc il doit accomplir sa tâche et maintenir cette façade. Et cette façade, elle recouvre, comme le dit Goffman, l'appareillage symbolique utilisé habituellement par l'acteur, à dessein ou non, durant sa représentation. Par exemple, lorsque le professeur fait cours. Alors moi, je vous propose de comprendre tout ça à travers 4 épreuves de l'enseignement. Il y a la faiblesse de la maîtrise de la langue de scolarisation des élèves, les dissonances culturelles, la motivation incertaine des élèves et les nouvelles réformes. Pour la première, il y a un professeur qui dit la chose suivante. Dans ma classe de seconde, on est 33. Quand on a un tiers de la classe qui a des difficultés vraiment au niveau de l'écriture, de la compréhension de la consigne, de l'expression écrite et orale, c'est vraiment très difficile. Je pense que le plus gros défi, c'est de gérer la différence entre les niveaux parmi tous les élèves. Vraiment, il y a des écarts. De manière générale, tous les professeurs notent qu'il y a des problèmes au niveau de la maîtrise de la langue de scolarisation des élèves. Pour étayer le propos, on regarde les chiffres des difficultés de lecture des jeunes en 2018, on se rend compte qu'ils sont à 51%. En 2022, ils sont à près de 52%. Et on a une portion de grande difficulté de lecture à 32,8%. Alors, les professeurs, pour faire face à cette réalité, à cette épreuve pour eux, ils vont utiliser de différentes stratégies pédagogiques. Il y a donc les adaptations pédagogiques en classe, les dispositifs institutionnels et l'entraide entre les élèves. En ce qui concerne les adaptations pédagogiques en classe, on a souvent les exercices de type bac, c'est-à-dire que les professeurs savent que les élèves ont du mal à maîtriser les fondamentaux de la langue, donc ils vont plutôt les habituer aux exercices pour que lorsqu'ils sont à l'examen du bac, ils aient au moins l'habitude de répondre à la forme de l'exercice. Il y a aussi les exercices guidés où là, le professeur va prendre davantage de temps à expliquer la consigne, à mettre des dessins sur les consignes, à guider l'élève pour qu'il puisse comprendre l'exercice donné. Il y a l'approche numérique. On se rend compte que souvent les élèves aiment beaucoup l'approche numérique, l'étude de vidéo, l'étude d'images, qui reprend la consigne mais d'une autre manière. Donc, il y a bien d'autres outils qui sont utilisés, mais ces éléments-là permettent déjà de voir que le professeur essaie de répondre à cette épreuve de manière plus ou moins inventive. Donc, le professeur, il a recours à des aménagements pédagogiques pour préciser au mieux et où adapter le discours auprès des élèves. Quant aux dispositifs institutionnels, ils sont plutôt simples et récurrents. C'est soit l'aide aux devoirs, soit l'accompagnement personnalisé. Dans l'aide aux devoirs, on va s'assurer que les élèves aient pu faire correctement leurs devoirs. Et dans l'accompagnement personnalisé, je me suis rendu compte que dans les lycées, on va surtout faire de la remédiation en langue française ou en mathématiques pour aider les élèves qui ont le plus de difficultés. Certains professeurs vont aller plus loin, ils vont demander 1 heure de cours par semaine durant toute l'année pour prendre le temps de mieux expliquer le programme et prendre le temps de mieux adapter le langage auprès des élèves. Il y en a l'élément qui est assez intéressant, c'est l'entraide entre les élèves. Les élèves, souvent, arrivent à s'aider entre camarades. Je prends l'exemple d'un jeune qui venait d'arriver depuis 5 ans dans l'académie, qui ne maîtrisait pas du tout la langue, et ses camarades, très naturellement, lui ont proposé des séances de révision au CDI, ou alors en cours, il se met toujours à côté d'une forme de collègue tuteur, qu'elle s'est autoproclamée tuteur, et qui l'aide à comprendre les leçons, à écrire la leçon, à reprendre les fautes, etc. Donc, voici différentes stratégies qui ont vocation à réduire les effets d'une faible maîtrise de la langue de scolarisation. Des exercices guidés réduisant l'effort de déchiffrage,
et des dispositifs pour améliorer les acquis des élèves. On a aussi le décalage culturel ou les dissonances culturelles. Alors, ce qui est compliqué à analyser, c'est le fait que les professeurs n'en parlent pas plus que ça. Il faut le déchiffrer dans le langage. Pour les professeurs, ils vont pas tous le voir, mais en même temps, ils vont en parler. Et ce dont on se rend compte quand on analyse ces discours, c'est que lors d'une interaction en classe, élèves comme professeurs peuvent interagir. Cependant, en présence d'un changement de code, la représentation, elle n'est plus partagée. Et cela crée un décalage. Le fait que certains élèves répondent aux adultes en baissant les yeux est parfois mal vu par le professeur. Le fait que certains élèves ont besoin de bouger dans la classe est parfois mal vu par le professeur. Mais en fait, il y a un décalage entre la culture qu'ils ont dans la famille et les normes on va dire, scolaires. Et l'élément qui a été surtout remarqué, c'est la motivation incertaine des élèves. C'est-à-dire que, de manière générale, les professeurs vous disent, les élèves sont fainéants, ils sont pas motivés, c'est pas le bon moment, ils sont jamais contents. Et quand on prend le temps de déchiffrer ces verbatim, on se rend compte qu'il ne faut pas que les élèves soient fainéants. Il y a des réalités concrètes de terrain. Il y a des élèves qui se lèvent à 5 heures du matin pour aller en cours à 7 heures, puisqu'ils habitent dans une autre commune où ils ont cours, dans le lycée où ils ont cours, parce qu'il y a d'ailleurs. En fait, ils se réveillent beaucoup trop tôt par rapport à l'heure de cours, par rapport au bus qu'ils doivent prendre. Il y a aussi des élèves qui ont des pratiques chez eux qui les obligent à travailler et du coup, le matin, ils sont pas en forme. Et donc, c'est pas qu'ils sont forcément fainéants, c'est que leur cadre familial ou les moyens socio-économiques qu'ils ont ne va pas avec ce qu'attend l'école. On a aussi, pour aller plus loin dans le détail, le fait qu'ils choisissent leur matière. Les élèves le disent ouvertement. Moi, je travaille pas dans cette matière, je n'aime pas le prof, je travaille pas dans cette matière, ce n'est pas ma matière. Ou je travaille dans cette matière, j'aime bien le prof, je travaille dans cette matière parce que j'aime bien la matière. Et il y a le programme déconnecté pour deux choses. Soit dans le programme, les exemples contextuels ne leur parlent pas et ils sont pas motivés à travailler. Soit souvent dans leur discours, c'est je veux vite avoir de l'argent et aller à l'école, ça ne me donne pas de l'argent, donc je travaille pas à l'école. Très simplement, ils vous regardent et vous disent, monsieur, moi, je travaille au quartier. Et pour finir, ils ont parfois juste la flemme. C'est-à-dire qu'ils arrivent en cours et ils vous disent, non, aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler, j'ai la flemme. Je suis pas d'humeur, j'ai la flemme. Donc, tous ces éléments-là font que les élèves sont souvent démotivés ou alors il y a une perception de la motivation qui n'est pas la même. Mais surtout, ce qui est à noter, c'est qu'elle n'est jamais acquise, la motivation des élèves. Alors, pour motiver les élèves, mais surtout pour se motiver soi-même, je parle pour les professeurs, ils vont faire en sorte de créer une relation de confiance, une dynamique en cours. Souvent, ça va passer par de la revalorisation, de la valorisation de l'aide. C'est-à-dire qu'ils vont dire aux élèves, OK, je comprends que tu sois fatigué, mais là, tu as bien fait l'exercice. Regarde, là, tu as bien répondu. Et ces éléments de langage vont permettre de motiver l'élève à se dire, je suis pas inutile, donc je vais pouvoir continuer. Ou simplement la note. Ils jouent beaucoup sur la note, les professeurs, parce qu'ils se rendent compte que la note, ça, ça a quelque chose de concret sur le devenir des élèves. S'ils notent pas trop durement et s'ils prennent le temps de refaire les corrections avec les élèves auront envie d'être motivés et auront envie de travailler. À l'inverse, quand ils notent durement, les élèves ont de moins en moins envie de travailler. Et il y a aussi parler le langage des élèves. On s'est rendu compte que si vous prenez des exemples d'animés, de mangas, de telenovelas, et que vous essayez de mettre des contextes avec ce qu'il y a dans le cours, les élèves vont vous suivre. Si par contre vous avez un langage trop soutenu ou souvent trop décontextualisé du propos, ils décrochent. Ils posent la tête sur la table. Enfin, on a les conditions matérielles de travail. En Guyane, il fait souvent chaud, le climat n'est pas souvent favorable, et lorsqu'il est 14 heures, souvent, les élèves ont la tête couchée sur la table. Lorsqu'il y a un brasseur d'air ou un ventilateur, vous pouvez les raccrocher au bout d'un certain temps. Lorsqu'il n'y a pas ces éléments-là, surtout lorsqu'ils viennent finir de manger, ils ne suivent pas le cours et ils dorment en cours. D'ailleurs, les profs eux-mêmes sont fatigués. Alors, ça nous amène au dernier propos, qui est l'acquisition des nouvelles réformes. Je prends pour ce faire l'exemple du nouveau baccalauréat. Ce baccalauréat a modifié les pratiques tant des littéraires ou de la matière d'histoire-géographie. L'histoire-géographie est passée en contrôle continu et celui de la littérature, en fait, on leur impose maintenant des programmes, on leur impose des œuvres, alors qu'auparavant, ils avaient plus de choix des œuvres pour adapter auprès des élèves. Et ben, ces changements de pratique a rajouté des incertitudes dans les pratiques routinières qu'ont les professeurs. Et c'est assez désagréable pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire, ça veut dire que ce changement de pratique oblige à repenser certaines choses, notamment au niveau du cours, au niveau de la pédagogie, ça rajoute une pénibilité. Je pourrais revenir dans le détail dessus par la suite. Et toutes les stratégies que je viens de vous montrer, elles sont pas lisses, c'est-à-dire que souvent,
elles sont empêchées. Donc, il y a le manque de ressources qui joue, la gestion du temps qui joue, un programme jugé trop lourd et les conditions matérielles de travail. Lorsque vous avez envie de faire quelque chose, d'adapter le programme et que toutes ces stratégies sont empêchées, vous perdez l'envie de faire cours et souvent on a des professeurs qui se retrouvent démotivés à la fin. Enfin, ça nous amène à l'analyse des injonctions contradictoires. On se rend compte que les professeurs, lorsqu'ils adaptent, répondent à une consigne, mais détournent une autre consigne. Et à chaque fois, ce jeu entre je préfère cette consigne à celle-là rajoute une pénibilité dans leur manière de faire. Et se demande s'ils sont vraiment professionnels, puisque l'institution qui est censée cadrer leur action n'est pas au clair. Le contexte où on leur demande de s'adapter, lorsqu'ils s'adaptent, ça renvoie à l'idée que ce sont des professeurs fainéants. Et cette différence-là, cette tension entre je dois faire, je dois pas faire, rajoute quelque chose au niveau de est-ce que je suis un bon professeur et est-ce que je peux rester dans le métier. Et il y a le propos d'un professeur qui dit, oui, vous devez vous adapter, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Nous, on n'a pas le temps, on manque de moyens, on nous demande toujours de faire plus. Parce que lorsqu'on analyse les résultats, on se rend compte que les professeurs, ils articulent la norme, ils s'adaptent. Le problème, c'est pas s'ils s'adaptent ou pas, c'est comment bien adapter au regard de ce qu'on leur demande au niveau institutionnel, mais au regard aussi au niveau éthique de ce qu'ils doivent faire correctement pour faire avancer leurs élèves. Donc, la conclusion est la suivante, c'est que les cadres normatifs, ils ne sont plus aussi régulateurs en termes d'appui. Et ça rajoute une zone d'incertitude pour le professeur qui a l'impression d'être dans une forme de subjectivité, dans une forme de précarité subjective au niveau de ses tâches. Donc, en ce sens, l'institution, elle responsabilise davantage les professeurs, mais elle n'assure pas suffisamment leur légitimité. Au contraire, elle semble la diminuer. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Dylan, pour cette présentation très intéressante et un sujet passionnant. On a le temps de poser quelques questions, s'il vous plaît. Je peux ouvrir le temps que vous préparez vos questions. Euh, j'ai beaucoup apprécié ton sujet pour avoir travaillé en Guyane et il est original parce qu'on a, à ma connaissance, je me retourne vers ta directrice, on a peu d'études sur le second degré. On a plutôt des études anthropologiques au premier degré. Hein. On n'a pas beaucoup sur le second degré, donc je te félicite pour le sujet. Moi, j'avais une question, peut-être pendant que j'ai parlé avec la collègue qui m'aide, la doctorante qui m'aide pour l'organisation, j'ai loupé ou j'ai pas bien écouté, je sais pas. J'avais une question par rapport aux injonctions contradictoires. Donc, j'ai très bien compris ta méthodologie d'analyse, mais est-ce que tu peux donner quelques exemples concrets des injonctions qui sont contradictoires? Je prends juste l'exemple, le fait de terminer le programme dans les temps et s'adapter, ça ne marche pas sur le tas. Parce que s'adapter signifie prendre plus de temps, ça signifie soit enlever des éléments du programme. Ah, s'adapter signifie soit prendre plus de temps, soit enlever des éléments du programme. Or, lorsqu'on veut s'adapter, alors qu'on nous demande de s'adapter, on n'a pas d'autre choix. Soit on enlève des éléments du programme, soit on décide alors de passer le programme très rapidement en S'adapter se à quoi? concentrant au niveau des élèves. Ah, On a le prendre en niveau compte des élèves et ouais. puis on a aussi la motivation des élèves. C'est assez récurrent d'aller dans les classes et de voir des élèves, sur 27 élèves, l'après-midi, on en aura 10 qui vont être très concentrés et l'autre grosse moitié sera très en dents de scie. Et le problème, c'est pas on peut pas les raccrocher vers le cours, c'est qu'il va rester 20 minutes qu'on va réussir à les raccrocher. La séance, elle est déjà bien avancée et il faut avancer dans le programme. Mhm. Et en même temps, le professeur et les professeurs ont eu l'impression que je venais les inspecter à chaque fin d'observation, puisqu'ils me demandent, ça va, c'est allé? Bon, je sais, j'ai pas bien joué le temps, j'aurais dû mieux faire. Et moi, j'étais obligé de leur dire, je suis pas inspecteur et je viens juste observer. Tu as fait en fonction de ce que tu avais dans ta classe. Et ils sont très inquiets, en fait. Ils ont l'impression de pas faire correctement leur travail. Et ça, c'était récurrent et ça donne des malaises. Oui. Mhm. Alors, Ok. deux petites questions. La première, ça concerne le panel des enseignements cerclés. C'est quoi le rapport entre fonction titulaire et succession? Alors, dans les deux gros lycées, c'est-à-dire Kourou, Cayenne, il y a plus de titulaires que de contractuels observés. Tandis dans l'Ouest, j'ai eu un titulaire et un contractuel.
Mais de manière générale, statistiquement parlant, le lycée de l'Ouest, il y a énormément plus de contractuels que dans les deux autres. Et ce qui est plus difficile pour les contractuels, si je dois les séparer des titulaires, c'est la précarité. C'est-à-dire que ils vont à tendance à vouloir faire plus pour être sûr d'avoir un travail après, tandis que les titulaires, ils sont déjà rassurés, ils ont le travail, c'est acquis. Mais ils veulent bien faire leur travail. Donc la question est plus éthique au niveau des élèves. On va retrouver une action en valeur plus prononcée au niveau des titulaires, tandis qu'au niveau des contractuels, c'est quoi avantage? J'ai besoin de manger, donc il faut que je fasse mon travail. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur dans leur... Et j'avais une deuxième petite question. Vous la poser? Oui, bien sûr. Deuxième question, elle est liée à la notion de motivation, le concept de motivation. Là, tu as évoqué un certain nombre d'éléments de motivation. Quelles sont ceux qui relèvent de la dimension intrinsèque? Quelles sont ceux qui relèvent de la dimension intrinsèque? Est-ce qu'il y a des variations selon les petits que ça Je ne pense pas que... Alors, dans l'enquête, au niveau des variations, on n'a pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on retrouve des éléments plutôt généraux. C'est très qualitatif, mais on retrouve vraiment des éléments très généraux. Et quand il y a quelques différences, ça se joue à l'intérieur d'une dimension. C'est-à-dire que s'ils sont pas motivés parce qu'ils sont fatigués, soit c'est parce qu'ils se sont couchés tard, soit c'est parce que chez eux, ils doivent travailler en plus de l'école, soit c'est parce que vraiment, ils doivent se lever plus tôt pour aller à l'école, sachant qu'ils ont des devoirs et qui terminent souvent en fin de journée. C'est-à-dire qu'ils font du 7h, 17h ou du 8h, 18h, ils rentrent chez eux avec 1 heure de trajet, etc. Oui. Et moi, je suis très et tout ce que vous avez dit me parle énormément parce que ça joue à la motivation de mes élèves et ça joue sur ma motivation à moi. Mais j'ai un statut particulier parce que je prépare en même temps mon CAPES et ma motivation. Je suis très motivée pour aller au lycée et faire mes cours, mais c'est vrai qu'avec toute la préparation CAPES, la motivation de l'enseignant, enfin, de moi, c'est très compliqué parce qu'on a une charge de travail assez énorme. Mais passons. Et ma question, c'était surtout, est-ce que vous avez fait des recherches sur les motivations des enseignants? Et est-ce que du coup, la motivation des enseignants serait liée intrinsèquement à celle des élèves, de toutes ces notions contradictoires que Alors, je n'ai pas fait une recherche propre à la motivation, mais quand on analyse les entretiens, on se rend compte qu'elle est liée soit aux conditions de travail, soit à la motivation des élèves. Et c'est pour ça que j'ai mis sur le titre se motiver aussi, pas que être motivé par les élèves, parce qu'on se rend compte que lorsque les élèves ont envie de travailler, même lorsque l'enseignant est un peu fatigué, le fait qu'il y ait un feedback de son travail va le motiver à continuer. S'il n'a pas ce feedback de la part des premiers intéressés, c'est-à-dire les élèves, ça rajoute quelque chose de pénible dans la tâche à faire et souvent ils sortent de là, ils sont rincés et vous regardent, rentre chez moi, j'en ai marre. Il y avait une dernière question. Oui, ok. Oui, j'avais une question concernant la liberté pédagogique. On parle de réduction de la liberté pédagogique. Moi, on leur impose des œuvres, on est d'accord? Ce Oui, sont des œuvres, programmes du ministère. c'est ça. Oui, oui. D'accord. Alors, quand tu dis on leur impose des œuvres, moi j'ai envie de te dire, faut-tu de la lecture cursive. On impose des œuvres, mais il y a quand même une marge de manœuvre qui permet à l'enseignant de choisir ses ouvrages. J'en ai pas parlé. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ils utilisent la lecture cursive pour faire des adaptations. Mais eux, ce qui leur intéresse, c'est l'objectif du bac. Comme les élèves ont déjà des difficultés, il faut être sûr qu'ils aient bien acquis ce qu'il y a au niveau du bac, au niveau des œuvres imposées, et être sûr qu'ils aient bien compris la méthode. Parce que lorsqu'il y a des difficultés de lecture, il y a des difficultés de déchiffrage de la consigne, et ensuite il faut lire des extraits des œuvres, et ensuite il faut les analyser. Et ils font un choix co-avantage, et le plus avantageux pour eux, c'est être sûr que les élèves aient bien vu correctement toutes les œuvres. Donc ça réduit les choix des lectures cursives, et même lorsqu'ils font des lectures cursives, ça veut dire qu'il faut accepter que dans sa séance ou dans sa séquence, on décide de réduire un autre aspect. Et ça, c'est au choix de l'intéressé. Oui, ça, c'est au choix de l'intéressé de le faire. Oui, qui passe le bac. Dernière question. C'est par des enseignants qui leur passent à la fois aux injonctions, mais également au manque de motivation des élèves, au fait que, a priori, ce que vous dites, hein, il y a à aucun moment ne ressort tous les outils qui sont à disposition de l'enseignant pour pouvoir gérer enfin,
l'hétérogénéité dans la classe, la difficulté scolaire, notamment Mm. tout ce qui est de l'ordre de la différenciation, du travail Ça. coopératif, de la motivation, tout ce qui est de l'ordre de l'utilisation d'une pédagogie ludique, en tout cas une pédagogie un petit peu moins traditionnelle, on va dire moins classique. Oui. Alors je m'interroge, est-ce que ça n'est pas ressorti? Alors, dans l'enquête, c'est ressorti, mais pour le bien de la séance, j'en ai pas parlé. Mais par exemple, on va avoir un professeur qui adore faire ça. Il met une flashcard là, un QR code, et le fait de sortir le téléphone, les élèves, ils adorent sortir les élèves, et ils flashent le truc, et là, ils sont contents. On peut pas, pour moi, on peut pas les mesurer puisque la grille d'analyse, elle portait pas spécifiquement sur ça. Par contre, on peut voir que s'adapter, utiliser des outils numériques, utiliser des QR codes, utiliser des images, des vidéos, ça va jouer, ça va aider à raccrocher certains élèves. Mais c'est pas une recette miracle. Ça marche ou ça marche pas. Et c'est ça qui est compliqué pour les professeurs, c'est que la motivation, elle est toujours incertaine. Même s'ils font preuve de stratégie et autres, si la classe n'a pas envie, elle n'a pas envie de travailler. On va passer peut-être une dernière question, vraiment. Vous avez proposé le concept d'indocilité réfléchie. Réflexive, pardon. Réflexive, pardon. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous pouvez donner des exemples précis du comportement pour avancer? Alors, l'AP, par exemple, ou le fait de rajouter une heure de cours, ils vont dire que c'est pour faire de la remédiation. Officiellement, c'est écrit remédiation. Donc, c'est une norme institutionnelle, c'est posé, vous l'avez vu avec la direction. Vous allez dans les cours, ils font pas vraiment de la remédiation, ils font autre chose. Mais autre chose qui est jugée utile pour les compétences de l'élève. Mais pour le papier, pour que ce soit validé, ils vont détourner la norme. Ou alors, on a les professeurs d'histoire géo qui sont en contrôle continu. J'ai surtout parlé de la pénibilité. Mais il y a des professeurs qui, du fait que ce soit passé en contrôle continu, vont avoir plus de facilité à adapter le programme. Et donc là, si le programme vous dit la norme, c'est ça, on peut faire des adaptations sur ça, bah, eux, ils vont pas forcément suivre le programme, les directives d'adaptation, mais ils vont s'adapter à autre chose par rapport au contexte géographique. Donc, ils détournent une norme, mais c'est aussi une bonne chose puisque les élèves sont raccrochés et partent avec quelques notions de cours. Officiellement, c'est pas ce qu'il faut faire, mais en même temps, c'est ce que j'appelle indocilité réflexive. Oui, merci. L'indocilité réflexive. Bah oui. Bah, merci Merci. beaucoup.